Florence, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi Martin Heidegger est effectivement un grand philosophe et surtout ce qu'il a introduit dans la philosophie qui en fait une spécificité, je pense à l'être, les temps, le Dasein, des termes qui, je vous avoue franchement, je crois que pour comprendre, il faudrait que je fasse, je sais pas, 20 ans de philosophie, parce que tout ça c'est très très obscur pour moi en tout cas, qui sont complètement néophyte. Bien d'abord, bien pour commencer, bonjour à tous, moi je suis très heureuse de vous retrouver après cette période d'été. Et puis finalement, j'ai eu mon devoir de vacances puisque j'ai eu mes carnets noirs à consulter et à travailler. En même temps, bon, il faut dire que j'avais plusieurs choses à faire en rapport avec ce thème-là, on va dire. C'est qu'il y a quelques années de ça, une grande-tante de ma famille est décédée et m'a légué, alors ça fait toujours un peu étrange, m'a légué le Mein Kampf d'Hitler et m'a légué également les cahiers rouges, enfin le carnet rouge de Mao Tse-tung. Sur l'instant, dans la famille, tout le monde me regardait étrangement, bien sûr, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fille à qui on lègue des choses pareilles? Et je crois en réalité qu'elle me les a léguées pour que je puisse avoir la connaissance des textes et de ce qui y était vraiment contenu, parce qu'elle savait que j'avais la lucidité peut-être d'analyser et de comprendre pas mal de choses. Suite à ça, bien sûr, j'ai enseigné à Heidegger, j'enseigne toujours d'ailleurs à Heidegger à l'université, et c'est un philosophe, c'est vrai, qui est très surprenant parce qu'il a repensé toute la philosophie d'une antiquité, qu'il a remaniée, et surtout il a rappelé quelques fondamentaux, quelques petites choses que les anciens, en tout cas les antiques, je pense à Aristote et Platon, avaient complètement négligées. C'est certainement ça qui en fait un des plus grands philosophes. Pourquoi? Eh bien aussi parce que, vous l'avez bien compris, aujourd'hui il ne s'agit pas de faire un procès. Ça vaudrait le coup peut-être à la faculté de droit d'organiser un concours de plaidoirie où on mettrait la cause d'Heidegger dans la balance en disant coupable ou non coupable, peut-être. Nous, en tout cas, c'est pas notre objectif nécessairement. Par contre, comprendre sa pensée, comment il en est arrivé à produire un ensemble de concepts assez compliqués, effectivement, ça oui, c'est ce qui peut-être éclairer la fin. D'autant que les carnets noirs, c'est ce qu'il a voulu qu'on publie en dernier. Donc il avait ses raisons, qu'on expliquera tout à l'heure, et surtout, ça précise aussi sa pensée. Alors, pour l'être et le temps, déjà, on peut envisager que c'est une œuvre qui est charnière, vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, c'est un rapport à Husserl. Pourquoi? Parce que Husserl, déjà pendant longtemps, était donc le professeur de Heidegger, et au départ, il s'appréciait moyennement. Et Heidegger a eu l'idée, à un moment donné, de produire, ou de commettre plutôt un ouvrage, et de demander une préface à Husserl, et notamment de faire toute une espèce d'éloge du maître avant de commencer son œuvre. Ce qui fait qu'Husserl, immédiatement, a été séduit par Heidegger, et c'est ce qui a fait après qu'il en a été un peu le mentor, pour ne pas dire carrément le mentor. Ensuite, parce qu'il s'intéressait à la phénoménologie, et que c'était une thématique qui lui plaisait beaucoup, parce que remettre l'histoire de la métaphysique antique à l'ordre du jour par le biais d'une ontologie, donc vous voyez, avec des termes assez compliqués, c'était très moderne du point de vue de la pensée husserlienne. Et puis aussi, parce que dans ses concepts, dans sa manière d'amener ses pensées, ben c'est vrai qu'il a créé de la nouveauté, notamment vis-à-vis du concept d'existence. Alors ça, c'est des fondamentaux, c'est les premiers jets ou les premières choses qu'on peut en dire. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste d'Heidegger, si vous ne l'êtes pas, je peux préciser mon propos. À savoir que dans l'Antiquité, il y a deux types de conceptions qui s'opposent. La première, c'est Platon, qui amène un dualisme, c'est-à-dire un arrière-monde des idées dans lequel vous trouvez des références, on va dire, au monde tel qu'il devrait être. C'est-à-dire, le réel, c'est l'arrière-monde, et le monde dans lequel nous vivons n'est qu'apparence, illusion, doxa en grec, c'est-à-dire opinion. Il faut donc envisager que ce que nous vivons dans l'ici-bas est toujours relié ou rattaché à un arrière-monde des idées qui est archétype et qui est valeur, vertu et qui fédère tout le monde de l'ici-bas. Les idées de l'arrière-monde sont éternelles, immuables, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas et elles sont toujours des référents pour les hommes que nous sommes. Comment sommes-nous en relation avec cet arrière-monde? Bien tout simplement parce que dans le Thé et Tête et également dans le Phèdre, Platon a pris soin d'expliquer que lorsque nous vivons, eh bien, nous sommes dans ce monde des apparences et il nous faut mourir pour pouvoir avoir une âme en gros qui s'élève, pour aller contempler, d'où l'amour contemplatif souvent chez Platon, pour aller contempler les arrière-mondes et donc le beau, le vrai, le juste, la tempérance et le souverain bien. Donc il y a un arrière-monde, des archétypes et nous les visionnons. La métaphysique, en gros, c'est-à-dire métaphysiquer, ce qui est au-dessus de la physique, pour Platon, se situe dans le ciel des idées. Si vous basculez sur un autre penseur qui est Aristote, qui produit aussi une métaphysique,
qui est le disciple de Platon et en même temps qui va contredire Platon, eh bien vous avez un monde que l'on ne conserve pas, si vous voulez, dans l'accès du sol vers le haut, de la caverne vers le monde des idées, mais au contraire on bascule vers devant, c'est-à-dire nous sommes nous des existants, et pour exister il a fallu que quelqu'un donne un mouvement à la matière, et ce mouvement a donné la possibilité que le monde se forme. Ce quelqu'un ou cet être avec un grand E, puisqu'on sera après dans l'être et le temps, l'être avec un grand E, c'est un Dieu premier moteur, c'est-à-dire quelque chose d'immobile mais qui donne la mobilité au monde. En même temps il y a un projet. Donc pour ceux qui auraient du mal à me suivre, eh bien c'est facile. Vous imaginez quelqu'un qui penserait le monde à la manière de ces, de ces penseurs ingénieux qui posent un ensemble de petits dominos, les uns à la suite des autres, ou des sucres comme vous voulez, et qui à l'esprit auront qu'au moment où ils vont mettre le mouvement dans la chose qui va se déployer devant nous, c'est-à-dire toute la figure, toute une scène, etc., etc., celui qui a donné le mouvement, il est hors de la création. Il est immobile par rapport et au regard de la création qui se joue, mais tout a été préétabli par un intellect agent, donc un intellect, une pensée agissante, mais qui n'intervient pas dans la totalité. Il fallait quand même donner ce premier mouvement, c'est pour ça que Dieu est premier moteur. Tout le monde suit ? Voilà. Dans l'Antiquité, donc on a posé la question en ces termes-là, qu'est-ce que l'être titoon, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous renvoie à l'être avec un grand E. On n'utilisait pas le concept de Dieu comme nous le ferons à partir de la période d'un Dieu révélé. Nous étions dans l'être simplement. Donc on l'a compris, où est l'être pour Platon dans l'arrière-monde des idées, où est l'être selon Aristote, avant le monde, derrière le monde. Quand vous prenez le mot métaphysique, il y a deux termes qui le définissent. Métaphysiquer, c'est ce qui est au-dessus de la physis, de la nature. Donc ce qui est au-dessus, c'est un Dieu transcendant. Mais ça peut être aussi, selon Aristote, métaphysiquer ce qui est derrière la physique, c'est-à-dire antérieurement à la physique. Alors on sait qu'on a retrouvé des ouvrages d'Aristote, plus tard, parce que ça avait voyagé dans la Méditerranée. Quand on a retrouvé ces textes, si vous voulez, on ne les a pas, tout de suite datés, identifiés, etc. Mais comme on les a trouvés après les livres intitulés La physique, on les a appelés métaphysiques, après la physique. Donc c'est un concours de circonstances, des plus hasardeux, mais il n'empêche que lorsqu'Aristote nous parle de la physique, c'est-à-dire de l'ontologie, de l'être du monde, il nous dit qu'on est en référence avec un être premier qui est agent, qui a tout placé pour qu'en mettant le mouvement dans la création, tout se déploie et tout se réalise en fonction d'une force dérivative, c'est-à-dire d'un mouvement premier donné à la totalité qui se meut et qui se meut encore. Voilà les deux penseurs de l'Antiquité qui sont à l'origine d'une métaphysique. L'homme là-dedans, qu'est-ce qu'il est ? Pour Platon, l'homme, c'est celui qui doit travailler sur deux points. D'abord, c'est la définition de la philosophie. Philein et Sophia, l'ami de la sagesse. Si je veux être l'ami de la sagesse, il faut que je puisse m'élever, non seulement à des concepts, à des idées, à une sapienza, c'est-à-dire à une connaissance qui m'éclaire. Une fois que j'ai accès à ces idées, je peux ensuite appliquer ces idées et ces valeurs à ce que je suis, et donc je serai, dans l'ordre de ma conduite, un sage. C'est pour ça que Pythagore avait dit « un philosophe c'est l'ami de la sagesse, ce n'est certainement pas le sage ». Parce que on a des progrès à faire. Voilà. Et puis en plus, moi qui me prétends un peu philosophe quand même, ça serait peut-être très ennuyeux d'être sage, alors j'y prétends, je progresse, mais je n'y suis pas encore, on va dire. Mais il n'empêche que voilà, vous avez deux visions du monde qui sont posées, une avec une verticalité avec de la transcendance, et une avec l'idée que ce mouvement qui a été déposé dans la création est aussi déposé dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire d'un côté, il faut travailler à la connaissance, au savoir et à l'application. De l'autre côté, nous avons le mouvement que Dieu a mis dans le monde, l'être premier. Il nous l'a donné aussi. C'est pour ça que j'ai une âme, et non pas une âme au sens spirituel, religieuse du terme, mais tout simplement une âme au sens de anima, animation du corps. Aristote est celui qui donne la première classification des espèces, avec une âme qui est une âme végétative pour les plantes, qui n'est capable que de nascor, naître, croître et pousser. Ensuite, une âme qui est capable de motricité, naître, croître, pousser, se déplacer, l'animal. Et ensuite, une âme qui est capable de naître, croître, pousser, se déplacer et penser. Une âme intelligible, c'est l'homme. Donc il y a des gradations comme ça dans les degrés d'âme, d'animation et de perfectibilité dans l'animation. Vous voyez que dans les deux cas,
un homme a à travailler à sa perfection pour devenir sage. Dans l'autre cas, un homme a à travailler à conserver en lui suffisamment de mouvement pour coïncider avec la totalité qui est sienne. Et comme en plus on lui a donné une intelligere, c'est-à-dire une intelligence, il vaut mieux qu'il s'en serve parce qu'il serait dommage qu'il laisse de côté une part de sa spécificité. Quand on a compris ça, on se dit, Heidegger, que nous apporte-t-il? Eh bien, il lit ces pensées-là et il nous dit, mais dans l'histoire, on a posé la question, Titoon, qu'est-ce que l'être? L'être, c'est l'ontologie, le discours, logos, discours rationnel sur l'être, mais on a oublié de préciser qui est l'être en dehors d'un champ, d'un arrière-monde. Or, Heidegger nous dit, nous sommes au XXe siècle, Dieu est mort depuis Nietzsche. Qu'est-ce qu'on fait de cette totalité qui nous amènerait à connaître un monde dans lequel nous serions en quelque sorte, ou pour lesquels nous serions abandonnés, puisque l'être premier aurait renoncé à nous dire qui il est. Et c'est comme si Dieu me tournait le dos et refuse de me parler. Si l'être profond, lorsque je pose la question qui il est, Titoon, qu'est-ce que l'être, il ne me répond pas, il faut que je trouve en moi la réponse à la question. Donc que va faire Heidegger? Il va reprendre, et c'est ce qui fera d'ailleurs de lui le plus grand philosophe du siècle, c'est vrai, il va reprendre cette métaphysique classique ancienne, platonicienne et aristotélicienne, en leur disant à tous les deux, Platon, Aristote, qu'avez-vous oublié en chemin? Et il répond, la question du temps.